Charlotte Thomas et Rémi Castet, avant qu'on passe aux questions, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir avec vous, parce qu'on en a parlé au téléphone. C'est le thème des solidarités, ou plutôt des absences de solidarité musulmane. Là, on a affaire quand même à deux crises majeures sur lesquelles les pays musulmans ne s'expriment presque pas ou font preuve d'une discrétion incroyable. Allez-y. Oui, oui. Alors dans le cas de l'Inde, ça a été patent, mais même encore plus que l'Assam récemment là, mais ça a été patent dans le cas de l'attaque de Pulwama. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en février 2019. Donc cette attaque qui s'est passée en Inde, mais qui a donné lieu à une réponse, une réponse de la part de l'Inde vis-à-vis du Pakistan. Et pour la première fois, les avions indiens ont en fait traversé l'espace pakistanais au-delà des zones du Cachemire contestées. Donc, ont ciblé le territoire pakistanais qui donc est une république islamique. Et il s'avère, pour donner vraiment un exemple qui permet vraiment de comprendre l'absence totale de solidarité de pays musulmans, c'est que quelques jours après en fait, cette attaque qui avait lieu le 14 février, il y avait de mémoire le Conseil de coopération des pays du Golfe, dans laquelle l'Inde en fait est invitée d'honneur et en tout cas assiste aux discussions, puisque d'un point de vue géographique, il y a beaucoup d'échanges aussi commerciaux avec les pays du Golfe. Et donc le Pakistan en fait a demandé à ce que l'Inde ne soit pas invitée à cet événement et a demandé aux pays du Golfe une solidarité, et qu'en tout cas l'action indienne soit dénoncée par les pays de Conseil de coopération du Golfe. Le résultat est que le Pakistan n'a pas été à ces réunions, puisque l'invitation de l'Inde a été maintenue. Donc je pense que ce petit exemple donne à voir le reste de l'absence de solidarité. Et absence de solidarité en deux mots, mais je pense qu'on sera un petit peu tous d'accord, c'est que de fait la communauté, comme vous le disiez, la communauté musulmane n'existe pas. Communauté entendu au sens d'intérêt partagé par tous, donc ça n'existe pas, ce qui fait qu'il n'y a pas de solidarité sur une espèce d'hypothétique ethnicité musulmane. Et de fait, les intérêts économiques, comme un peu partout dans le monde, demeurent prégnants. Je rappelle que Narendra Modi était invité en marge du G7 juste après la suppression de l'autonomie du Jammu et Cachemire, et que ça a été quand même très très peu évoqué. Et Rémi Castet, sur la question des Ouïghours, on a vu la Turquie qui s'est exprimée ces derniers temps. D'ailleurs, elle a tendance à s'exprimer de moins en moins, je crois, sur le sujet. Oui. C'est vrai que la Turquie peut être un cas à part. Bon, c'est vrai qu'il y a un silence là aussi de l'ensemble du monde musulman. Et la Turquie, c'est vraiment un cas à part. Pourquoi ? Parce que les Ouïghours et les Turcs partagent la même ancestralité, quoi. Et donc, dans l'opinion publique turque, les Ouïghours sont considérés un petit peu comme les cousins, voire même un petit peu les ancêtres du peuple turc actuel. Et c'est vrai que cette cause ouïghour, elle est relativement populaire au sein de l'opinion publique. Je ne dirais pas qu'il y a un soutien massif, mais il y a une sympathie quand même vis-à-vis des Ouïghours. Il faut savoir que l'AKP, à l'origine, n'était pas forcément très dans... Le parti de Recep Tayyip Erdogan. Dans l'empathie. Pourquoi ? Parce que justement, cette cause ouïghour, elle a été travaillée dans l'opinion publique après, dans les années 50, à partir des années 50-60, puis surtout dans les années 80, par justement ces Ouïghours panturquistes qui ont fui le Xinjiang à la fin des années 40, durant les années 50. Donc ces Ouïghours panturquistes sont allés se réfugier en Turquie pour l'essentiel. Et donc effectivement, le soutien était plutôt du côté des mouvements nationalistes turcs, en réalité. Mais la nouveauté, c'est que dans les années 2000, on a aussi ces jeunes Ouïghours qui ont fait un petit peu ce retour vers l'islam dans les années 80, que ce soit dans les madrasas du Xinjiang ou à l'étranger. Donc ceux du Xinjiang fuyant un petit peu peut-être, fuyant la répression, voilà. Et ceux à l'étranger ne pouvant pas rentrer en Chine, puisque pour certains étant partis sans autorisation, ils risquaient l'internement, leur retour en Chine. Et donc certains se sont installés en Turquie et justement ont formé une association qui s'est rapprochée un petit peu des réseaux de l'AKP. Et donc qui a sensibilisé un petit peu le parti à cette cause ouïghour. Et donc qui, eux, sont plutôt dans une lecture qui sont en faveur d'une islamisation d'un éventuel Turkestan oriental indépendant, puisque du côté des indépendantistes ouïghours, beaucoup souhaiteraient appeler leur État, s'il devenait indépendant, le Turkestan oriental. Il y a un débat entre Ouïghouristan et Turkestan oriental, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, donc ce qui fait que du côté effectivement de l'AKP,
commence à avoir une sympathie, un éveil, mais il y a la réelle politique derrière. C'est-à-dire que la Turquie sait que la Chine est une grande puissance. La Turquie a des difficultés avec le monde occidental et on le voit aujourd'hui avec les États-Unis. Et la Turquie sait très bien que la Chine, la Russie sont des alliés potentiels sur la scène internationale pour une Turquie qui est stigmatisée. Et puis la Chine rappelle aux Turcs, leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas soutenir, entre guillemets, le séparatisme ouïghour et attendre de nous qu'on vous soutienne dans la lutte contre les Kurdes. Donc voilà. Et puis il y a la question aussi des achats d'armement turcs, etc. Et tout simplement des investissements chinois, même s'ils ne sont pas très importants pour le moment en Turquie, mais via cette fameuse initiative des nouvelles routes de la soie, la Turquie occupe une position stratégique dans la Méditerranée et les Chinois sont aussi soucieux de ménager l'allié turc qui pourrait être une ressource importante dans le cadre de cette stratégie.